Avec la Coupe du Monde 2023 en France qui bat son plein, on se replonge dans l'histoire des plus grandes nations du rugby. Entre moments de légende, joueurs mythiques, origine et héritage, bienvenue à tous dans Terre de Rugby. What a moment for you, for English rugby and indeed English sport. They put their heart and soul into it. We've got better and better and better. We're still doing that, bringing new ideas, new people. Yeah, there's a lot at stake. I'm not going to change my preparation. We just had a bad day today. We had the opportunity today to be the world's best team. We're a bunch of boys who've been through a lot. We've won, who cares what I thought? We won the World Cup, fantastic. L'Angleterre, berceau de notre sport. Reine d'un royaume où l'Ovalie est roi. À jamais la première nation de l'hémisphère nord a soulevé la Coupe Webb Ellis. Là-bas, le rugby, toujours pratiqué par des gentlemen, est une formidable occasion de boire le thé. L'élégance et la classe ballon en main des sujets de Sa Majesté n'est plus à prouver. Pourtant, c'est une nation qui fait très peu l'unanimité. L'arrogance et la suffisance peuvent en agacer certains, surtout outre-Manche, où la rivalité franco-anglaise est chaleureusement entretenue. Mais l'Angleterre n'est jamais meilleure que quand elle est seule contre tout. Tout au long de son histoire, le 15 de la Rose a connu des hauts et des bas, faisant de son irrégularité une facette indissociable de sa romantique histoire. Championne incontestable, portée par des héros légendaires, l'Angleterre est la terre de rugby originelle. Pour le meilleur et pour le pire. Il était une fois, en plein cœur de l'Angleterre, dans un collège nommé Rugby, un garçon qui en avait marre de jouer au football avec les pieds. Ce garçon, William Webb Ellis, prit le ballon avec ses mains et fonça vers le camp adverse. Mythe ou réalité, en tout cas, la première pierre est posée, et c'est au milieu du 19e siècle qu'est né le sport que nous aimons tant. Si vous suivez notre série Terre de Rugby, vous n'êtes pas sans savoir que ce sport se structure petit à petit au 19e siècle en Angleterre, faisant beaucoup d'adeptes dans le milieu bourgeois et universitaire, jusqu'à déboucher sur la création du Rugby Football Union, première fédération qui s'occupe d'organiser le tout premier match international de l'histoire, le 27 mars 1871 contre l'Écosse. Le 15 de la Rose s'incline 4-1, comme quoi, inventer un sport ne fait pas de vous le meilleur. À partir de là, le rugby continue de se développer, la RFU codifie le jeu et pose les bases du sport que l'on connaît. Pendant ce temps, la discipline se diffuse dans toutes les strates sociales et se structure à l'international jusqu'au début du XXe siècle. Ce début de siècle marque l'entrée dans le premier âge d'or du 15 de la Rose. Entre 1910 et 1940, la perfide Albion domine l'Europe et inspire la peur à tous les adversaires qui osent s'aventurer dans son antre, l'un des stades les plus mythiques tous sports confondus, Twickenham. Construit en 1908, il accueille son premier match international le 15 janvier 1910. Pendant plus de 100 ans, le plus grand stade d'Europe, capable aujourd'hui d'accueillir plus de 82 000 spectateurs, est logiquement surnommé Home of the Rugby. Directement considéré comme une construction historique et une avancée majeure pour son sport, ce temple de l'Ovalie est le théâtre des plus grands matchs de l'Angleterre et même au-delà. John Webb
avec 20 matchs de Coupe du Monde à son actif, cette cathédrale n'a pas d'égal dans le monde. Fouler la pelouse de Twickenham, c'est ressentir le poids de l'histoire, le prestige des traditions. L'ambiance est chaude et le public est impliqué pendant toute la rencontre. Surtout qu'au cours de sa longue histoire, le stade a toujours été au top de la modernité. Agrandissement, vestiaire high-tech, pelouse impeccable, le 15 de la Rose est dans les meilleures conditions pour faire de ce lieu saint un enfer pour tous ses adversaires. Mais revenons à notre préhistoire du 15 de la Rose. Si le début de siècle était auréolé de succès, la deuxième moitié du XXe siècle est une véritable traversée du désert. Dominée par la grande équipe galloise de Gareth Edwards et par le jeu flamboyant du rival français, les épines de la Rose n'effraient plus grand monde lorsque la Coupe du Monde 1987 pointe le bout de son nez. Même si elle n'est pas en grande forme, l'Angleterre reste tout de même l'inventeur de ce sport et ne compte pas jouer les faire-valoir lors de ce premier sommet mondial. Malheureusement, toute la bonne volonté du monde ne suffit pas. D'entrée, la perfide Albion prend une leçon par des Wallabies à domicile et qui ne comptent faire aucun cadeau de bienvenue à la couronne britannique. Fort heureusement, les coéquipiers de Mike Harrison parviennent à sortir des poules grâce notamment à 2 essais de leur ailier star, Rory Underwood. Encore aujourd'hui, Underwood est le meilleur marqueur d'essais de l'histoire de la sélection et l'un des rares Anglais à avoir su gagner le respect de la planète rugby et même des rivaux français. Malheureusement, le parcours s'arrête dès l'écart face à des Gallois supérieurs. L'heure est déjà à la remise en question. Si l'on dit souvent que certaines équipes sont capables du meilleur comme du pire, le 15 de la Rose en est peut-être le meilleur exemple. Après une première édition ratée pour une nation de ce calibre, l'Angleterre remet ça, et cette fois-ci, plusieurs matchs se jouent à Twickenham. The loop around. Did he get him? Yes, he did. That was beautifully done. And there's the first try. Michael Jones in support. A beautiful try for New Zealand. Incapable de surpasser les All Blacks champions en titre, la bande du jeune capitaine Will Carling adopte alors un jeu de gagne-terrain très peu enthousiasmant, basé sur du vice et de nombreux coups de pied. Pas spectaculaire pour un sou, la formule fonctionne. Et ce sont les Français de Serge Blanco, chez eux, à Paris, qui en font les frais. Dans un des crunchs les plus violents de l'histoire, le piège est parfaitement ficelé par la perfide Albion. Carling, wide there to Guscott. Lovely break by Guscott. And it's a try for England. In the corner, Rory Underwood. Underwood ouvre le bal et Carling le termine, sans oublier d'adresser un cruel « Sorry good game » aux malheureux Français. Le chemin continue, et cette fois c'est l'Écosse qui subit la loi des Anglais. On vous l'a dit, l'Angleterre n'est jamais meilleure que quand elle est seule contre tous. And he's missed it, would you believe it? Alors l'indissociable paire de centre Will Carling, Jeremy Guscott dégoûte le 15 du Chardon à coups de pied et à coups de vis pour se hisser en finale. Furieux face à une telle volonté de plomber le jeu, les journalistes écossais diront que le 15 de la Rose a allumé assez de chandelles dans ce match pour éclairer Édimbourg pendant 3 jours. Étonnamment, les Anglais abandonnent leur jeu et leur fourberie pour revenir à un style plus offensif. L'Australie, qui n'en demandait pas tant, en profite pour écraser le 15 de la Rose à Twickenham et remporter sa première Coupe Webb Ellis. Malgré la tristesse et malgré les critiques,
l'Angleterre vient de prouver qu'elle règne sur l'hémisphère nord. Il ne reste plus qu'à montrer qu'elle a les épaules pour régner sur le monde. Mais comme souvent avec la perfide Albion, il faudra prendre son mal en patience. Car si la Coupe du Monde 1995 n'est pas un fiasco du tout, la sensation laissée par l'élimination en demi-finale est très désagréable. En effet, après avoir pris sa revanche sur les champions en titre, les coéquipiers de Will Carling affrontent la Nouvelle-Zélande en demi. Et ce match, ce n'est pas l'Angleterre qui l'a perdu, mais bien le monstre Jonah Lomu qui l'a gagné à lui tout seul. L'autobus pulvérise 1 à 1 les sujets de Sa Majesté. Il inscrit 4 essais, dont un où il roule littéralement sur Mike Cat et jette un voile de terreur sur le rugby mondial. Un monstre est né, et la déclaration du capitaine anglais en dit long sur la peur qu'il inspire sur le terrain. C'est un monstre. Plus vite il dégagera, mieux ce sera. Pour se remettre de cet échec, la RFU opère de grands changements. Le premier, et peut-être le plus important de tous, c'est la nomination de Clive Woodward à la tête de la sélection. Cet ancien vainqueur du Grand Chelem 1980 arrive avec des idées novatrices et souffle un vent nouveau sur le royaume. La génération Leonard, Carling, Guscott, Underwood et compagnie s'en est allée, alors il donne plus de responsabilités à Martin Johnson ou Lawrence Dallaglio et lance, le 4 avril 1998, un gamin à l'allure déjà royale, un certain Jonny Wilkinson. Vient ensuite la Coupe du Monde 1999, le premier grand défi de Clive Woodward. Le sélectionneur opère de grands changements, autant sur le plan technique que mental, autant sur le plan collectif qu'individuel. Mais de tels travaux prennent du temps. Bonjour à tous, Angleterre, Afrique du Sud, c'est un quart de finale aux allures de finale. L'un des très grands favoris de la Coupe du Monde de rugby va être éliminé cet après-midi au Stade de France. Attention, il a libéré pour le côté, qui fait de la passe et qui retrouve le soutien de Peter Muller à ses mains. Van der Westhuizen, il va y aller, il marque et c'est Jost Van der Westhuizen, score final 44 à 21. Les Anglais ont concédé pratiquement autant de points qu'en demi-finale à l'Afrique du Sud contre les All Blacks. Alors l'élimination en quart de finale du Mondial 99 est certes un coup dur pour le peuple britannique, mais ils le savent, Jérusalem n'a pas été conquise en un jour. Au fond d'eux, ils en sont persuadés, le meilleur reste à venir. So the first major tour was in Australia, South Africa and 2 against New Zealand. All 3 teams love bashing up England. Est-ce que la sélection peut menacer les équipes de l'hémisphère sud? Personnellement, je pense qu'on n'y est pas encore. En ce début de millénaire, les Anglais sont en gros déficit face aux nations de l'hémisphère sud. Une seule victoire en Coupe du Monde contre les 3 monstres sud-africains, australiens et néo-zélandais. Ce mondial 2003 au pays des kangourous est donc l'occasion de rééquilibrer un petit peu la balance. Et ça tombe bien, le 15 de la Rose retrouve l'Afrique du Sud dès la phase de poule. L'occasion de montrer en mondovision les grandes avancées de Clive Woodward. Je regardais mes joueurs et je savais que j'avais des hommes talentueux avec moi, en pleine forme physique et mentale. Nous étions prêts à en découdre. Depuis quelques années, il théorise une méthode qui découpe le jeu en 7 compartiments. Je n'accepterai aucun compromis. Je serai secondé par Phil Larder qui se chargera de la défense, Dave Alred des coups de pied et Dave Redding de la condition physique, sans oublier Andy Robinson pour la stratégie. Ensemble, nous avons divisé le jeu en 7 parties distinctes. La défense, l'attaque, le contrôle de soi, le leadership. J'ai affiché des posters partout à Twickenham pour que mes joueurs s'imprègnent de nos objectifs et les comprennent à 100%. Pour aller chercher encore plus loin ce fameux diable qui se cache dans les détails, Woodward insiste sur la préparation mentale de ses joueurs et fait également appel au docteur Cheryl Calder, une spécialiste de la vision. Son rôle, améliorer les temps de réaction, les réflexes et la confiance des athlètes. Du jour au lendemain, des dizaines d'ordinateurs ont été utilisés pour analyser chacun d'entre nous. Je ne sais combien de temps on a passé à travailler dessus. Toute cette préparation coûteuse et moquée par ses pairs porte enfin ses fruits.
En fait, Cheryl Calder a joué un rôle très important dans cette victoire. Mais pas comme vous le croyez. Elle nous a appris quelques petites choses utiles, comme parler l'afrikaans. Nous savions donc ce qu'ils allaient faire, puisque nous comprenions ce qu'ils disaient. La perfide Albion domine les Springboks de la tête et des épaules, avec un Wilco des grands soirs, auteur d'une transformation, de 4 pénalités et de 2 drops. On dit masterclass en anglais? Pour le moment, tout se passe bien pour Martin Johnson et ses hommes. Si Clive Woodward est la tête pensante de ce groupe, il a à sa disposition des talents qu'il a forgés selon ses préceptes. Et pendant cette Coupe du Monde, tous vont apporter leur pierre à l'édifice. Will Greenwood et Jason Robinson s'occupent de marquer les 2 seuls essais anglais de la phase finale pour ne pas laisser tous les points à Wilkinson. Lorenz Dallaglio, le puissant et charismatique numéro 8, est au four et au moulin pour mener la conquête, le genre de capitaine sans brassard qui se tue sur le terrain. Mais si des garçons comme Dallaglio ou Wilkinson ne sont pas capitaines, c'est car le 15 de la Rose possède un leader encore plus indiscutable. Que ce soit en club, en sélection ou même avec les Lions britanniques, Martin Johnson porte toujours le brassard. Il faut dire qu'avec son rôle de deuxième ligne, normalement très peu mis en avant, il parvient à briller par son engagement et sa puissance, mais aussi par son adresse. Captain Colossus ne lâche jamais rien et n'a pas le mot abandon dans son vocabulaire. Mais si au sein du 15 de la Rose, Martin Johnson est le chef, alors Johnny Wilkinson en est le roi. Le Richard Cœur de Lion qui mène ses troupes vers Jérusalem. Et si l'ancien roi d'Angleterre a conquis la Terre Sainte dans le sang et les larmes, Sir Johnny, lui, le fait à coups de pied, jusqu'à taper le plus important de sa carrière dans les prolongations d'une finale épique. Au terme d'une croisade maîtrisée de bout en bout, le pays inventeur du rugby achève enfin sa quête du Graal. L'Angleterre et ses héros entrent immédiatement dans l'histoire par la grande porte, au point d'être remerciés par la reine Elisabeth II en personne. Et pour parachever cette campagne victorieuse, Johnny Wilkinson se voit nommé chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Désormais, il faudra l'appeler Sir Johnny Wilkinson. L'après-Coupe du Monde est compliqué pour la perfide Albion. Clive Woodward rend le tablier en 2004, plusieurs cadres se retirent et la star Wilkinson n'est pas épargnée par les blessures. Pour autant, le royaume de Sa Majesté a un titre à défendre, sur les terres de l'ennemi français en plus de ça. This play back inside, staying to Dupria. He skirts to the right, Dupria. Gets around one, finds Peterson. But certainly has been very, very disappointing for the English. Mais les Anglais vont très vite déchanter. Le champion n'est pas intouchable, mais le champion a un cœur de lion. Alors le groupe se ressaisit et fonce vers les quarts de finale. C'est un remake de la finale de 2003 qui se profile. Angleterre contre Australie. Et encore une fois, les Anglais prennent le meilleur. Et encore une fois, c'est Sir Johnny Wilkinson qui endosse la cape du sauveur, devenant au passage le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Rien que ça. All of England's
points off the boot of Wilkinson. And there's 3 more. Après avoir défait des Français en gueule de bois, l'Angleterre retrouve la finale 4 ans après. Le moment de prendre sa revanche sur les Springboks qui les ont humiliés en phase de poule. Mais si vous suivez notre série Terre de rugby, vous n'êtes pas sans savoir que cette Afrique du Sud-là est bien trop forte, bien trop organisée. Alors c'est impuissante que la perfide Albion abandonne sa couronne et entame sa lente déchéance. En 2008, la légende Martin Johnson est nommé à la tête de la sélection avec pour seul objectif remettre le 15 de la Rose sur le toit du monde. Mais l'aventure ne va pas se passer comme prévu. En Nouvelle-Zélande, pour la Coupe du Monde 2011, l'Angleterre fait plus parler d'elle pour ses exploits extrasportifs que pour ses performances ballon en main. D'abord en arborant un maillot noir en tant que maillot extérieur, une fantaisie qui ne plaît pas du tout aux Néo-Zélandais. Une bande d'envieux, il n'y a qu'une seule équipe qui porte avec fierté le maillot noir, et ce sont les All Blacks. Et particulièrement à Jonah Lomu. C'est un manque de respect envers l'héritage des anciens joueurs. Affront international. Alors pourquoi ne pas ajouter un scandale national ? Le centre Mike Tindall, en plus d'avoir participé à un concours de lancer de nains dans un bar, s'est fait attraper en train de fricoter avec une jeune fille en boîte de nuit. Un moyen comme un autre de se détendre après un match, me direz-vous. Oui, pourquoi pas ? À condition que le Mike Tindall en question ne soit pas marié avec la petite fille d'Elisabeth II. Celui qu'on surnomme le frigo a dû recevoir un accueil des plus glacial pour son retour à Buckingham. Surtout que son voyage n'a pas duré très longtemps, puisque les Anglais, plus occupés à jouer les touristes qu'à penser au rugby, se font sortir par une autre équipe malade, le 15 de France. Cet échec marque la fin d'un cycle pour le 15 de la Rose. C'est également les adieux, par la petite porte, du plus grand joueur de son histoire, Sir Johnny Wilkinson. L'enfant chéri de la couronne raccroche les crampons à 32 ans, après 91 sélections, 1179 points marqués, des records en pagaille et des souvenirs indélébiles. Son sang-froid, sa classe, sa posture avant de buter, tout faisait de lui un joueur à part, une superstar en Angleterre et une légende du rugby. Malgré les blessures, la dépression et les embûches, Wilco a toujours su se relever, combattre les démons, pour faire vibrer tous les fans de rugby, même les Français. What would you say to that 8-year-old Johnny Wilkinson? You saw him in the room now, what would you say to him? I've thought a lot about this, mainly because I've thought a lot about what it would be like to go back to that age and would I do things differently? Would I pay the same price to have what I have now? But as soon as I stopped playing, the importance of that World Cup victory just grew. Whether I would say initially, be careful what you wish for, because of, you know, what's involved in it, but at the same time I would say more than anything, it's worth it. Une page s'est tournée, et le 15 de la Rose doit se réinventer. Et ça tombe bien, c'est une Angleterre jeune et fougueuse qui accueille la Coupe du Monde 2015. Mais ce qui devait être une renaissance va vite tourner au cauchemar. Défait par le Pays de Galles et l'Australie, la perfide Albion termine 3e de sa poule
et est éliminé de sa propre Coupe du Monde. C'est un gigantesque coup de massue qui s'abat sur l'une des plus grandes nations du rugby. C'est la première fois de l'histoire que l'Angleterre n'atteint pas les phases finales. La première fois qu'un pays organisateur échoue si tôt. Et plus globalement, la première fois qu'une top nation historique se fait éliminer d'entrée comme ça. La honte, le déshonneur et l'ignominie envahissent la sélection anglaise. Ce faux pas ne doit jamais se reproduire. Pas pour une nation de ce calibre. Pas pour les inventeurs de ce sport. Alors le sélectionneur Stuart Lancaster est remercié. Et c'est le flamboyant Eddie Jones qui est appelé pour sauver le navire anglais. L'Australien sort d'un mandat mitigé avec le Japon, critiqué pour ses méthodes. Pourtant, il a permis aux Brave Blossoms de réaliser le plus grand exploit de leur histoire. Cet homme a réussi à faire fleurir le cerisier japonais. Il parviendra à faire éclore une nouvelle rose en Angleterre. Comme par le passé, la fédération a recours à des méthodes peu communes pour redresser la barre. En 2016, le travail mental commence d'abord avec Jeremy Snape, un ancien international anglais reconverti dans la psychologie du sport. Pour lui, la psychologie est la dernière limite à repousser dans la performance. À partir du milieu des années 1990, il y a eu une décennie pour la préparation physique, puis une décennie pour l'analyse des données. La prochaine décennie sera celle de l'optimisation de l'état d'esprit des joueurs, des équipes et des entraîneurs. On le sait, Eddie Jones aime également s'inspirer d'autres sports pour améliorer le sien. Grâce à ses travaux, l'Angleterre progresse et retrouve des couleurs, notamment avec la conquête d'un grand chelem qui leur échappait depuis 2003. Un véritable groupe se soude autour du sélectionneur et la perfide Albion est prête à redorer son blason au pays du soleil levant. Vous l'avez maintenant compris, l'Angleterre est capable du pire, et vraiment pire, comme du meilleur. Et pour la Coupe du Monde 2019, elle vise le meilleur du meilleur. Le 15 de la Rose, annoncée favorite, sort première de sa poule devant la France et l'Argentine. En quart, elle retrouve l'Australie, son bourreau de l'édition précédente. Supérieure dans tous les compartiments, et pouvant compter sur un Johnny May insaisissable et un grand Owen Farrell, l'Angleterre s'impose 40-16 et file en demi. Le symbole de cette réussite et de ce nouveau visage, c'est le capitaine Owen Farrell. Aujourd'hui mal aimé dans son royaume et détesté partout ailleurs, il est pourtant une légende de sa sélection et un joueur exceptionnel. Celui qui s'est forgé petit à petit une image de bad guy casse complètement avec l'image immaculée de son illustre prédécesseur Johnny Wilkinson. Faz, lui, est la personnification de l'Angleterre version perfide Albion. Ses plaquages dangereux, ses coups de vis, son attitude hautaine et désinvolte, ou encore sa bouche impossible à fermer, font de lui un personnage qu'on adore détester. Et quoi que l'on puisse penser d'Owen Farrell, ce mondial restera son chef-d'œuvre. Après le succès contre l'Australie, Eddie Jones ne perd pas une seconde pour cracher son venin aux journalistes qui critiquent ses méthodes peu conventionnelles. Come into the modern rugby. Join us. Join us. The invitation there to join us, guys. Rugby's changed. It's a 23-man game. What's your email address? I'll send you a personal email. Face aux All Blacks, double tenant du titre et invaincu en Coupe du Monde depuis 12 ans, Eddie Jones a concocté un plan machiavélique dont lui seul a le secret. D'entrée, les Anglais martèlent la défense kiwi et inscrivent un essai rapide par Tuilagi. Immédiatement transformé par un Owen Farrell placé 3/4 centre pour mieux laisser le rôle d'ouvreur à George Ford qui, lui, inscrit les pénalités nécessaires. Une juste avant la mi-temps, puis 3 autres en seconde période, suffisant pour tenir à bonne distance la Nouvelle-Zélande. Le plan se déroule parfaitement avec les 23 samouraïs anglais au diapason ainsi qu'un grand Maro Itoje élu logiquement homme du match. He
has masterminded a huge World Cup upset. Voilà l'Angleterre en finale. Une belle revanche après le fiasco de 2015. Mais face à des Springboks habités, la bête noire des Anglais rejoue son scénario préféré. Comme en 2007, la Rose se fait dévorer par la gazelle. Jamais en capacité de faire face à la furia sud-africaine, les coéquipiers d'Owen Farrell assistent impuissants au 3e sacre de la nation arc-en-ciel, le 2e à leurs dépens. Ce qui devait être un nouveau départ ne sera finalement qu'un coup d'éclat. Eddie Jones est limogé à la surprise générale à moins d'1 an de la Coupe du Monde 2023. Il part pourtant avec le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire de la sélection et laisse un groupe talentueux mais désorganisé. Perdu entre 2 générations, la perfide Albion joue très gros lors de ce mondial. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre reste une nation à part dans l'histoire de ce sport, filant à l'anglaise quand elle est humiliée ou majestueuse quand elle est triomphante. La Rose ne perd jamais vraiment ses épines. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, on ne peut que saluer la capacité des Anglais à se relever, à se renouveler et à offrir des grands moments de rugby. Alors pour toutes ces raisons, pour les héros d'hier et de demain, la perfide Albion repart à la conquête du Graal au nom de la Rose. Swing